peu atypique de rencontrer un chirurgien vasculaire qui s'occupe de troubles de l'érection. Mais en fait, ça renvoie à une tradition antérieure au Viagra, où effectivement, on cherchait encore la cause du trouble de l'érection et on tombait évidemment souvent sur des pathologies vasculaires. Et donc, avec nos collègues urologues, à cette époque-là, les gens du vaisseau, des médecins vasculaires, cardiologues, chirurgiens vasculaires, prenaient en charge les troubles de l'érection. Ça s'est perdu avec le Viagra parce qu'on a dit, ok, c'est plus la peine de chercher les causes puisqu'on a le remède universel. Mais vous le savez, il y a 30-40% de résistance aux IPDE5 et donc ça maintenant c'est bien connu. Et du coup le vaisseau revient dans la course, si je puis dire, en parallèle de collègue urologue, parce que il y a la prise en charge qu'on concevoir pour rétablir des érections naturelles en corrigeant des anomalies vasculaires. Ça c'est pris au bloc opératoire, c'est un pénis avec un cathéter ici qui injecte un produit de contraste. Ce qu'on voit, c'est la montée d'une érection assez satisfaisante. Et c'est simplement pour illustrer que l'érection est tout d'abord un phénomène hydraulique, puisque la rigidité est assurée par l'afflux de sang dans le pénis et le maintien de ce volume sanguin dans le pénis. Le maintien fait la stabilité de l'érection. C'est un phénomène neuro. Pourquoi ? Parce que le stimulus à l'origine de l'érection est neurologique, donc médié par des voies que nous n'allons pas détailler ce soir, mais qui vont schématiquement du cerveau jusqu'au pénis lui-même. Dans un climat vasculaire, on vient de le voir, hormonal pour le climat parce que l'imprégnation hormonale est très importante. On a beaucoup surjoué par erreur le rôle de la testostérone dans l'érection. En réalité, la testostérone a un grand rôle dans la fabrication et l'entretien du désir. Les déficits chroniques donnent des anomalies du tissu érectile, mais globalement, on ne peut pas dire que le manque de testostérone soit de manière très causale un problème à l'origine de troubles de l'érection. Et puis, bien sûr, la psychologie est importante. On va juste commencer très rapidement par quelques repères. Et ce sur quoi je voudrais insister sont les points suivants. Il y a 2% des hommes de moins de 25 ans qui ne peuvent pas avoir d'érection en raison d'une maladie qui s'appelle des fuites veineuses, dans laquelle le sang rentre bien par les artères, mais n'est pas maintenu dans l'espace du tissu érectile. Donc la rigidité, soit ne se produit pas, soit n'est pas maintenue. Ça s'appelle des fuites veineuses. C'est très très important parce que nous avons tous croisé des centaines de jeunes hommes au cours de nos vies qui avaient ce problème, qui n'en parlaient pas, parce que c'est très compliqué d'en parler, évidemment, à une vingtaine d'années. Et c'est d'autant plus compliqué que quand on va voir un médecin et qu'on a 20 ans avec ce problème, c'est vrai que du fait de la formation que nous avons sur les troubles de l'érection, et du fait de l'absence de connaissance que nous avons de ce phénomène, bien souvent, il n'y a pas de réponse qui est apportée à ces patients. On leur prescrit un IPDE5 qui ne marche pas, parce que l'IPDE5 augmente la quantité de sang qui arrive par les artères, mais ne verrouille pas le sang dans le système vasculaire, et donc ce sont des hommes qui se trouvent en grave échec. Ensuite, une autre idée, c'est qu'avec l'âge, les érections diminuent. Alors, statistiquement, c'est complètement vrai. Mais il ne faut pas en déduire que, sous prétexte qu'on a 70 ans ou plus, si on a du problème d'érection, ce soit quelque chose d'insoluble. Non, il y a toujours une solution pour récupérer de bonnes érections, y compris à 70 ans ou plus. C'est un sujet qui devient de plus en plus important. Les hommes et les femmes refont leur vie lors des âges de la vie qui n'étaient pas, il y a quelques années, courants. Et on voit de plus en plus des hommes de 70, 80 ans qui viennent au cabinet en disant « mais j'ai une petite amie toute nouvelle et je voudrais retrouver une vie érectile pour être avec elle ». 40% des patients ne répondent pas aux IPDE5, ça vous le savez. Et ce qui est intéressant, c'est que la moitié, eh bien, c'est pour des causes vasculaires, ce qui met le vaisseau quelque chose d'important dans cette... Et peut-être, s'il y a un message à retenir ce soir, c'est que le trouble de l'érection, ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme. C'est comme la douleur, c'est comme tout symptôme. Et donc, il est très important de faire médecine autour d'un symptôme, c'est-à-dire de trouver la cause. Parce qu'à partir du moment où on a identifié la cause, on peut commencer à parler de thérapeutique, c'est comme toujours en médecine. Vous le savez, de par votre pratique tous et toutes, la première question qu'un homme qui vient consulter pour un trouble de l'érection pose, c'est son angoisse. Est-ce que ce problème d'érection est un problème qui est dans ma tête? Est-ce que c'est psychologique? Ou est-ce que c'est une maladie somatique responsable du trouble de l'érection? Et en réalité, au cabinet médical, par, vous allez voir, 3 questions, on peut tout à fait déterminer avec une quasi-certitude si c'est dans la tête ou au contraire si c'est somatique. Et vous allez très très vite comprendre pourquoi. Et ça, c'est très très important, parce que si vous dites à un patient, bah, écoutez, effectivement, vous avez un problème d'érection pour lequel vous venez, ce problème est bien somatique, déjà, c'est quelque chose qui rassure énormément, parce que si c'est somatique, on va pouvoir faire quelque chose. Et ça restabilise aussi un couple, éventuellement, parce que le trouble de l'érection remet en cause le patient qui vient vous consulter, mais aussi ses compagnes ou ses compagnons. Donc les 3 questions extrêmement importantes, c'est en fait une enquête sur
ce que j'appelle le profil érectionnel d'un homme. C'est comment ça se passe le matin au réveil, comment ça se passe lors des rapports sexuels, et comment ça se passe tout seul. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien parce que les érections matinales, c'est un phénomène purement réflexe, c'est le souvenir matinal des érections nocturnes, et ça n'a rien à voir avec le désir, ça peut avoir avec le stress, et donc le fait de ne pas avoir d'érection matinale, c'est la marque d'une altération de l'ensemble de la physiologie qui permet d'avoir des érections. Donc c'est une indication majeure. Les érections solitaires, c'est aussi extrêmement intéressant parce que nous sommes d'accord que dans l'érotisme solitaire, il n'y a pas de notion de succès ou d'échec. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'angoisse de performance. Or, l'angoisse de performance est très clairement le phénomène psychologique principal qui est responsable de troubles de l'érection en dehors des aspects somatiques. Parce que, finalement, un trouble de l'érection lors de rapport, c'est très difficile à caractériser. Ça peut être une mésentente de couple, ça peut être une angoisse de performance, comme ça peut être effectivement une maladie somatique. Donc ce n'est pas discriminant. Il faut poser ces questions. Alors ça peut sembler extrêmement difficile pour un médecin que d'aborder ces questions. Vous voyez, j'ai écrit « devoir médical vis-à-vis du patient ». Ça fait vraiment partie de ce que nous devons faire. Après tout, faire un toucher vaginal, un toucher rectal, c'est pas non plus spécialement facile. Eh bien là, c'est pas facile non plus, mais ça fait partie de la médecine. Pourquoi? Parce que on répond, si le patient vient pour ça, à sa demande, qui est qu'on règle son problème. Donc il faut bien connaître l'état de son problème, donc l'interroger sur ses érections. J'ai mis à condition de répondre à sa demande, parce que c'est vrai que si un patient vient vous voir pour une grippe et que vous lui posez la question, il va se sentir probablement un petit peu agressé. Mais s'il vient vous voir pour ça, au contraire, il sera extrêmement heureux que vous l'interrogiez sur ce qui lui arrive. Et puis, le deuxième point qui fait partie du devoir médical, c'est le fait qu'il apparaît maintenant avec certitude que le trouble de l'érection est un marqueur de risque d'accident vasculaire cérébral ou d'infarctus du myocarde futur. Après, une fois qu'on a décidé d'interroger le patient sur ces trois moments de l'érection, il faut avoir un langage commun, c'est-à-dire qu'il va falloir utiliser une description de la fermeté de l'érection, parce que c'est ce qui est en cause là, et il y a un merveilleux outil qui s'appelle le HS, que nos collègues urologues ont développé pour l'évaluation des médicaments de l'érection. Ça a servi d'étalon, si je puis dire, pour connaître l'efficacité des IPDE5 dans leur phase de développement. Vous avez la description ici. En gros, ça termine le grade 4, dur comme du bois, et puis etc., jusqu'à finalement très peu d'érections. Alors comment ça se passe? Eh bien, on peut être très simple, et je pense que quand un phénomène est compliqué, c'est toujours très bien d'avoir des idées très simples. On peut dire que la plupart des patients se présentent soit avec un profil somatique, soit avec un profil psychique. Le profil somatique, ce sont des érections matinales qui ne sont pas fermes dans les rapports sexuels et de manière solitaire également. C'est-à-dire que dans les trois aspects de l'érection, il y a une déficience de fermeté. À l'inverse, le profil psychique, eh bien, les érections matinales n'ont pas de raison d'être altérées, en tout cas durablement, elles peuvent l'être pendant 15 jours après une grippe, mais pas durablement. Les érections solitaires n'ont pas de raison d'être altérées. Et donc, c'est extrêmement important, parce qu'avec ces questions sur les trois circonstances, on peut complètement catégoriser le profil du patient. Si l'interrogatoire est fait avec précision, on ne se trompe pas, vraiment. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que les hommes sont complètement capables de décrire leurs érections. Et en plus, c'est transculturel. C'est-à-dire que si vous avez un patient d'Asie, d'Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient, de Suisse, le dialogue précis, complètement descriptif, est tout à fait d'excellente qualité et performant. Une fois qu'on a déterminé le caractère somatique d'un trouble de l'érection, nous en venons à la recherche des causes. Avec trois examens, on s'en sort. L'un, c'est l'échographie Doppler du pénis, avec test pharmacologique, je vais préciser tout ça, qui va regarder comment le sang arrive dans le pénis par les artères, et une fois qu'il y est, s'il y reste, ou s'il s'en va trop tôt. Pour ça, l'érection est stimulée par l'injection d'un médicament qui va ouvrir les artères, alors ça peut être de la prostaglandine E1, mais il faut un niveau de stimulation suffisant, parce que sinon on peut avoir des faux positifs. Je m'explique. Si vous prenez 10 hommes en parfaite santé qui n'ont pas de problème d'érection, si vous les mettez sur une table et vous leur mettez 10 microgrammes de prostaglandine E1, il y en a 3 qui ne vont pas avoir d'érection tout simplement parce qu'ils sont hyper stressés, et on peut les comprendre. Donc il faut un niveau de stimulation pharmacologique suffisant pour ne pas prendre à tort un défaut d'érection comme la marque d'une maladie somatique responsable. Ensuite, on analyse le réseau artériel, et puis
on analyse le réseau veineux. C'est un truc que j'ai jamais compris quand je suis arrivé dans ce domaine-là. On est capable de parler de fuite veineuse dans le domaine sans regarder les veines au cours de l'échographie Doppler. Donc il faut être sûr d'avoir affaire à un médecin qui fait l'échographie Doppler pénienne, qui regarde aussi les veines. Donc à partir de ça, on peut dire s'il y a une atteinte artérielle, s'il y a des fuites veineuses, et c'est déjà en soi extrêmement important. Quand on est face à un homme qui a un trouble de l'érection, avec un profil somatique, avec cet examen et une prise de sang, on sait déjà beaucoup de choses, même s'il y a plein d'autres facteurs. Vous prenez l'obésité, vous prenez etc., vous avez beaucoup de choses à dire là-dessus. Et puis bien sûr, nous parlons du somatique, mais c'est pas parce qu'un homme a un trouble érectile avec un profil somatique qu'il ne connaît pas des difficultés psychologiques secondaires à son problème d'érection. Mais c'est très important de bien distinguer les troubles psychologiques qui sont primaires, c'est-à-dire à l'origine du problème d'érection, donc qui ne s'expriment pas le matin et tout seul, les conséquences psychologiques d'un trouble somatique. Tous les patients, ou à peu près, qui ont un trouble de l'érection d'origine somatique, ont une angoisse de performance. Et là, c'est le gros malentendu dans la prise en charge des problèmes d'érection actuellement, c'est que quand un patient va voir un médecin, un ou une psychologue ou sexologue, qui lui demande, et c'est normal, est-ce que vous vous sentez angoissé au moment d'avoir un rapport sexuel ? Le patient va répondre oui. Mais il ne faut surtout pas dire ok, c'est parce que vous êtes angoissé que vous avez ce problème d'érection. Alors là, c'est le malentendu, mais qui peut déchirer une vie. Donc c'est très très important. L'accompagnement psychosexologique fait partie du traitement, y compris des causes somatiques. Donc au cabinet médical, quelle que soit sa spécialité, on est confronté à des problèmes d'érection chez des patients, qu'ils l'expriment ou pas. Mais vous voyez, on peut faire beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut déterminer très simplement le profil somatique ou psychologique, et puis on peut prescrire ces examens qui permettent d'identifier l'immense majorité des causes somatiques de troubles de l'érection. On rajoute évidemment un bilan hormonal, c'est très très important, il y a la testostérone, il n'y a pas que la testostérone, les troubles thyroïdiens autant que les troubles du cortisol peuvent être associés à des choses très très graves. Donc ça c'est, est-ce que c'est dans ma tête ? Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est quelque chose qui sort de plus en plus, y compris dans la presse, et qui est extrêmement important, c'est que le trouble de l'érection est un indicateur du risque cardiovasculaire. Et ça, c'est énorme. C'est connu depuis pas mal de temps, mais c'est pas mis en pratique médicale courante. Les artères qui apportent le sang au pénis sont des artères extrêmement fines. Vous voyez, beaucoup plus fines que les coronaires, plus fines que les carotides, évidemment que les autres. Alors, l'idée, c'est que comme ces artères ont un diamètre extrêmement étroit, dès qu'une plaque d'athérosclérose s'y installe, eh bien ça s'exprime par un trouble de l'érection. Et donc au début de l'athérosclérose, dans la phase d'installation de cette athérosclérose, on peut très bien concevoir qu'il y a une obstruction artérielle pénienne avant qu'il y ait de l'angor cardiaque, avant qu'il y ait des symptômes neurologiques et a fortiori d'autres manifestations de l'athérosclérose. Et ça nous amène au concept que le trouble de l'érection, c'est un peu le canari dans la mine, si vous connaissez l'expression. C'est-à-dire, vous savez que les mineurs de charbon descendaient avec des canaris qu'ils mettaient par terre, parce que le canari était très sensible au grisou, c'est-à-dire ce gaz toxique. Donc quand le canari mourait, on savait qu'il fallait sortir de la mine. Eh bien, le trouble de l'érection, c'est vraiment le canari dans la mine. C'est-à-dire que quand un patient se présente avec un trouble de l'érection des nouveaux, eh bien, on peut en tirer une conclusion statistique d'une importance considérable, c'est-à-dire que son risque d'infarctus du myocarde ou d'AVC est doublé dans les 3 ans qui viennent. Il y a très peu en médecine de symptômes, je parle bien de symptômes, c'est pas une prise de sang, c'est un symptôme que vous raconte le patient, associé à des événements aussi influents sur la vie ou la mort ou le handicap. Donc l'analyse de l'érection pour la médecine des hommes devrait être au cœur de l'exercice médical quotidien. Et vous avez vu que c'est pas difficile. Alors, ça veut dire que quand un patient se présente avec un trouble de l'érection, eh bien, il y a tout un volet de prévention des accidents cardiovasculaires majeurs à mettre en place. C'est la recherche de lésions silencieuses, aussi bien cardiaques que carotidiennes, donc il faut confier le patient à un cardiologue. C'est la recherche de facteurs de risque cardiovasculaire et bien sûr leur correction. L'ambition, nous connaissons à peu près dans toutes les sociétés le décalage d'espérance de vie entre les hommes et les femmes. Alors, on peut souhaiter augmenter l'espérance de vie des hommes avec des outils que nous avons déjà, qui sont parfaitement caractérisés et parfaitement décrits. Il y a un autre aspect qui m'est très cher, c'est celui de la santé mentale. Tout le monde est d'accord qu'un trouble de l'érection, c'est perturbant. Ça s'exprime au minimum par l'angoisse de performance. C'est quelque chose de pratiquement vital qui peut être engagé au-delà de l'infarctus du myocarde ou de l'AVC. Ce papier est le seul, à ma connaissance, qui rapporte la connexion entre suicide et dysfonction érectile. Ça se passe en Suède, entre 2005 et 2014. En 2014, le Viagra passe dans le domaine commun.
Donc le prix est divisé par 5 ou 6. Donc l'accessibilité des IP2.5 devient plus importante dans ce pays. Chaque point, c'est un décès par suicide. Et vous voyez l'effet de la correction de troubles de l'érection par le médicament sur la mortalité par suicide. C'est quelque chose d'énorme. Nous faisons une étude que j'espère publier rapidement sur les patients que j'ai opérés de fuite caverno-veineuse, il y en a à peu près 400. J'ai fait une enquête, je leur ai demandé s'ils avaient des idées suicidaires en rapport avec leurs problèmes d'érection. Et 20% répondent oui. Une chose qu'il faudrait faire un jour, c'est quand on accueille un homme qui fait une tentative de suicide, caractériser ses érections. Peut-être aurions-nous des surprises. Il y a 2 fois plus de jeunes hommes qui meurent par suicide que de jeunes femmes, et il y a 7 fois plus d'hommes âgés que de femmes âgées. Et il y a cette vraie question qui est celle des troubles de l'érection dans le déterminisme du suicide. La thérapeutique, je vais être très bref, avec simplement une idée, c'est qu'il y a toujours une solution. À la fin d'une consultation, je dis aux patients, forcément, on va trouver quelque chose pour vous sortir de ce problème, parce qu'il y a toujours une solution. Les traitements médicamenteux, je n'ai pas le temps de détailler tout ça, puis vous en connaissez beaucoup, mais des comprimés jusqu'aux auto-injections, les traitements vasculaires pour rétablir des érections naturelles si jamais il y a un obstacle artériel ou des fuites veineuses, et puis les moyens mécaniques qui sont extrêmement importants. Vous savez probablement que les prothèses péniennes sont remboursées en Suisse depuis janvier 2026, donc ça change beaucoup de choses. Si vous prenez tout ça, le patient qui vient vous voir, vous pouvez lui dire avec certitude, on va résoudre votre problème, si vous êtes prêt à discuter des options qui se présentent à vous. Et l'accompagnement psychologique et sexologique fait partie du traitement parce qu'il y a l'angoisse de performance. Si vous rétablissez des érections naturelles en corrigeant des fuites veineuses, il reste une angoisse de performance, voire même elle augmente après la chirurgie, parce que les hommes se disent « Ok, ça y est, maintenant c'est résolu, si ça ne marche pas, qu'est-ce que je vais devenir ?» Donc cet accompagnement psychologique est absolument essentiel. Juste 2 mots sur le traitement des fuites veineuses tel que j'ai eu le privilège de le mettre au point il y a 7 ans maintenant, qui combine du cathéter et du bistouri. J'insiste, il faut vraiment les deux, parce qu'avec l'un ou l'autre, on n'occlupe pas toutes les fuites, donc on est beaucoup moins efficace. Dans cette maladie qui était réputée incurable, on a contribué à changer le paysage. Alors, pour mettre ça en musique, un patient diabétique qui vient avec un trouble de l'érection. Vous voyez que le matin, tout seul, avec partenaire, il n'a pas d'érection très ferme, donc il a un profil organique. Vous allez mettre en place une prévention. Il est par définition, en plus il est diabétique, mais asymptomatique sur le plan cardiaque, d'accord ? Il vient juste avec son trouble de l'érection. Eh bien, le rendement du coroscanner n'est pas négligeable. Et puis, bien sûr, il faut faire tout cet état des lieux d'athérosclérose dont nous avons parlé tout à l'heure. Et puis, il y a la prise en charge du patient. On va lui faire une échographie Doppler à la recherche de lésions artérielles, mais il peut aussi avoir des fuites veineuses avec son diabète. On va faire un électromyogramme du pénis, parce que pour raisonner, est-ce qu'on va se lancer dans une chirurgie vasculaire alors qu'il y a une neuropathie ? Si c'est le cas, peut-être on va privilégier d'emblée un implant pénien, bilan hormonal, la recherche d'une apnée du sommeil, parce que c'est très fréquent, l'évaluation du stress, et donc les mécanismes possibles, neuropathie, vasculaire, une participation endocrinienne et toujours la participation psychologique. Et vous voyez, l'éventail pour un diabétique, s'il est seulement neuropathique, l'auto-injection, ça marche très très bien. Et s'il a des fuites veineuses, ça marche autant chez les diabétiques que chez les non-diabétiques. L'implant pénien, c'est le choix premier. Si c'est quelqu'un d'âgé, si c'est quelqu'un qui a à la fois une atteinte vasculaire et neurologique, c'est vraiment une solution qui lui apportera quelque chose d'extrêmement important. Et puis la prise en charge de l'angoisse de performance et du stress. Pas oublier que quand on est diabétique, on est stressé par sa maladie. Quand en plus on a une atteinte érectile, eh bien, psychologiquement, c'est quelque chose de très lourd à porter. Donc, il faut vraiment accompagner ces patients. Autre exemple, un homme de 45 ans qui a une dysfonctionnalité organique, qui a des érections instables depuis l'adolescence. Adolescence, fuite veineuse, a priori, c'est à peu près la seule étiologie que confirme l'échographie Doppler du pénis. Et vous avez évidemment le traitement instrumental et la prise en charge. À nouveau, l'accompagnement psychologique qui est absolument essentiel. Un dernier exemple, un homme de 75 ans qui a aussi un profil organique, qui n'a aucun antécédent cardiovasculaire, qui a une baisse du désir, une fatigue. On fait son bilan, on trouve des fuites veineuses, c'est dans cette circonstance encore le plus fréquent. On peut trouver une hypoandrogénie et on peut d'abord essayer en première ligne, comme toujours, des IPDE5, traiter aussi ton hypoandrogénie. Et si ça ne fonctionne pas, avoir d'autres solutions qui vont, pourquoi pas, jusqu'à un implant pénienne. Francesco Bianchi de Micheli, c'est un sexologue, enseignant au HUG et psychiatre que je trouve absolument exceptionnel. Et il m'a dit, mais vous êtes un bon neurologue. Et ça sera le mot de conclusion. Il nous est donné, c'est un privilège que nous avons, en faisant médecine devant un trouble de l'érection, d'apporter beaucoup de bonheur à nos patients directement et à leurs compagnes. Merci pour votre attention.